En fait, la vocation nous permet de donner un sens à notre activité professionnelle et de vivre le travail comme une source de bonheur. Si certains arrivent à vivre de leur passion en exerçant le métier de leur rêve, tant mieux. Mais je pense qu'il faut se garder de vouloir généraliser cette approche. Après tout, on n'a qu'une vie. Et de moins en moins de gens comprennent pourquoi ils devraient passer 45 ans de leur existence à travailler à temps plein avant de pouvoir, à 67 ans seulement, découvrir le monde en quart avec d'autres retraités. Quand j'aurai 67 ans et que je serai à la retraite, que retiendrai-je de mes années passées? Une bonne partie de notre vie est consacrée au travail. Il paraît donc d'autant plus important de trouver le métier de ses rêves. Et comme on ne peut pas essayer tous les métiers du monde, il faut bien se lancer à un moment ou à un autre. Comment identifier sa vocation? Qu'est-ce qui fait qu'une activité professionnelle rend heureux? Et si je ne m'épanouis pas dans mon travail, peut-être que je peux me réaliser dans mes loisirs. Aujourd'hui, je vais rencontrer deux personnes qui s'épanouissent dans leur travail. Pour Pinar Karabulut, c'est même le métier de ses rêves. Cette metteuse en scène est invitée par les plus grands théâtres et opéras d'Allemagne. Pour réaliser sa passion et trouver son bonheur dans un domaine où peu de gens parviennent à percer et à gagner leur vie, elle a pris des risques. J'ai également rendez-vous avec Friedemann Herold. Cet ancien facteur d'orgue est aujourd'hui dessinateur industriel pour le Wendelstein 7X, le plus gros réacteur à fusion nucléaire de sa catégorie. Son ambition, reproduire sur Terre l'énergie du Soleil. Et ses talents ne se limitent pas à la sphère professionnelle. Avec sa femme, il a réaménagé un manoir en ruine et transformé son immense jardin en un véritable paradis. Imaginez que vous deviez choisir entre deux carrières extrêmement différentes. Par exemple, devenir soit une grande journaliste, soit une bûcheronne extraordinaire. Comment vous décidez? Les choix sont souvent arbitraires. Mais si par exemple on s'implique ou on se dédie pleinement au journalisme, on en fait la meilleure option pour soi. Chercher le métier de ses rêves revient à questionner sa vocation et à se demander quelle activité peut être porteuse de sens sur le long terme. Et pour ne pas s'engager sur une fausse piste, il convient de se demander quel type d'activité nous tient à cœur. Par exemple, si mon rêve est de devenir médecin, il ne suffit pas d'aimer cette idée de façon théorique. Il faut vraiment avoir envie de soigner les gens. Allez Ronia, creuse-toi un peu la tête. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie? Si seulement je le savais. Friedemann, en revanche, a apparemment trouvé sa vocation. En tout cas, il connaît le sens de son travail. Si sa machine fonctionne un jour, elle résoudra un problème majeur de l'humanité. L'accès à une énergie propre quasiment illimitée pour tous. Friedemann? Je suis là-haut. Ah, bonjour. Prends l'escalier. Celui-là? Non, à gauche. Retourne dans le couloir et prends l'escalier de gauche. Je risque pas de casser quelque chose? Non, aucun risque. Tant mieux. Ravi de faire ta connaissance. Oui, bienvenue. Tu te trouves devant un soleil artificiel. Ça ressemble pas vraiment au soleil. Oui, parce que nous sommes sur Terre et pas dans l'espace. Ça complique un peu les choses. Ici, les physiciens mènent des recherches expérimentales dans le but de construire un réacteur à fusion nucléaire capable de produire de l'électricité. On est à la limite de ce qui est techniquement réalisable. Et c'est réaliste d'imaginer que ça peut fonctionner? Est-ce qu'on pourra vraiment un jour produire de l'énergie à grande échelle à partir d'un réacteur de ce type? Selon moi, c'est tout à fait réaliste. Tu penses que dans 10 ans, on verra ce genre de soleil géant un peu partout en Allemagne? Peut-être pas dans 10 ans. Je ne peux pas dire combien de temps cela prendra. Personne ne le peut. On aimerait tous que ça aille plus vite, mais il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. C'est fou qu'il y ait des gens qui arrivent à comprendre ça. Moi déjà, avec la dynamo de mon vélo, j'ai du mal. Les ordinateurs nous aident beaucoup.
construire un soleil, difficile de faire mieux. Rien ne prédestinait Friedemann à devenir un jour dessinateur industriel. Il a grandi en RDA, dans un pays où on n'était pas totalement libre de choisir son domaine d'activité. À l'époque de la RDA, on n'avait pas beaucoup le choix. Un conseil économique déterminait combien de citoyens devaient devenir mécaniciens automobiles, menuisiers ou cuisiniers, en fonction des besoins du pays. Tout était planifié. Chacun essayait de trouver un métier où il pourrait s'épanouir. Et il y en a sans doute certains qui rêvaient de travailler comme cuisinier, par exemple, et qui ont été très heureux de le devenir. Mais pour ma part, rien ne m'emballait. Et c'est par des connaissances que j'ai trouvé un métier qui correspondait à mes attentes. Et c'était facteur d'orgue. Facteur d'orgue ? C'était une sorte d'aboutissement logique. Mon père m'avait poussé dans cette voie. Il me disait toujours, si tu deviens conducteur de train, tu auras un sifflet. Mais si tu deviens facteur d'orgue, tu en auras 1000. Et puis, à la chute du mur, tout a été chamboulé. J'ai passé le bac sur le tard, puis j'ai étudié la construction mécanique et j'ai commencé à travailler ici en 2004. C'est ce qu'on appelle une technologie de pointe, et c'est très expérimental. C'est le métier de tes rêves. C'est en tout cas un travail qui correspond à mes attentes. Le métier de ses rêves, c'est bon quand on est enfant, qu'on se met dans l'idée de devenir conducteur de train ou cosmonaute. Mais c'est un désir qui évolue au fur et à mesure que l'on grandit, sous l'influence de facteurs extérieurs. Plus généralement, qu'est-ce qui te rend heureux au travail ? Quand je conçois une pièce sur ordinateur, qu'elle apporte une solution, et que je me dis que j'ai participé à la réalisation d'un élément qui va être intégré dans le réacteur, ça me rend heureux et fier de moi. Le travail rémunéré, comme toute activité en général, permet de se rassurer sur ses compétences. On se dit qu'on est capable de progresser, d'avoir des idées. Il génère aussi de la reconnaissance de la part d'autrui, des témoignages directs d'appréciation. Quand on va au bout d'un projet, qu'on est force de proposition, on a la satisfaction d'avoir fait avancer les choses. Et cela vaut bien plus que de l'argent. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut payer les gens au lance-pierre. Des études ont montré que les gens étaient plus heureux et donnaient plus de sens à leur travail quand ils étaient écoutés, quand on prêtait attention à leurs idées, à leurs besoins, ou quand ils pouvaient discuter avec leur direction de décisions qu'ils ne comprenaient pas, voire participer à la prise de décision. Et cela n'a rien à voir avec le type de travail. Des études ont été réalisées sur les agents d'entretien hospitalier. Lorsqu'ils se sentent intégrés dans les équipes, qu'ils peuvent parler avec les patients, leur satisfaction au travail augmente considérablement. Quand je suis seule à ma table d'écriture, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui, de temps en temps, me tape sur l'épaule en me disant « Tu fais du bon boulot, Ronya ». Dans mon activité d'écrivain, la compagnie des êtres humains me manque. Sur une scène d'opéra, c'est totalement différent. Il y a de l'émotion, de la discussion, de l'engagement physique. Pinard doit être une metteuse en scène comblée. Like a weapon, and you always follow the envelope. And then for the das wäre gut, wenn ihr auch ein bisschen frei macht. Okay, shall we start? Nonne? Ja. Simone? Are you ready? Pinard est en prise directe avec les effets produits par son travail de création. C'est elle qui donne les indications, elle qui prend les décisions. Ce n'est pas facile de se décider pour tel ou tel travail, et encore moins de s'y vouer d'emblée sans retenue. Au départ, il y a toujours une phase d'observation, on trempe un pied dans le bain et on regarde comment ça se passe. Et si éventuellement on est prêt à s'y consacrer pleinement. Un problème fréquent avec les objectifs, le choix du métier en fait partie, est de déterminer s'il émane réellement de soi.
Une astuce pour le savoir est de se poser 2 questions. La première, c'est « Est-ce que je ferais tout pour atteindre cet objectif, en l'occurrence exercer tel ou tel métier, même si je n'ai besoin de dire à personne que j'aspire à devenir médecin, juriste ou enseignant, par exemple ?» Et la seconde question est « Est-ce que je suivrai cette voie, même si par la suite, je n'ai besoin de dire à personne que je suis devenu chirurgien ou juriste ?» Si la réponse est oui aux 2 questions, alors il est probable qu'il s'agisse d'une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui émane de soi. Bonjour. Bonjour. Enchantée. C'était dément. Oui, on est en pleine répétition. C'est ça ton travail? Oui, c'est mon travail. Et voici notre scène de répétition. Plus tard, on ira sur la grande scène. Il ne nous reste plus que 15 jours. Et d'ici là, il faut que tout fonctionne? Ouais, on n'a plus beaucoup de temps. Effectivement. Ça va aller très vite. Tu as envie de voir la grande scène? Oui, absolument. Très bien. Alors viens. Rien que depuis les coulisses, c'est impressionnant. Yo. Jouer devant plus de 1000 personnes, il faut déjà pouvoir le faire. Ça te rend nerveuse de présenter ta pièce devant autant de gens? Non. Je trouve ça génial. Ouais, c'est génial. T'as toujours voulu être metteuse en scène? Cette envie s'est manifestée relativement tôt. Quand j'étais à l'école, j'ai d'abord eu envie de devenir designer de mode. Mais j'aimais aussi le théâtre. Je jouais dans une troupe et je me suis demandé comment combiner ces 2 passions, la mode et le théâtre. J'ai alors pensé à m'orienter vers la création de costumes. Et puis j'ai commencé à travailler dans le milieu du théâtre et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était d'être en répétition et de créer des univers de toutes pièces. C'est comme ça que je me suis dirigée vers la mise en scène. Mais j'ai dû beaucoup me battre. On ne m'a pas fait de cadeaux. On m'a même mis pas mal de bâtons dans les roues. Par exemple? Par exemple, j'arrivais pas à trouver de stage. Et les refus étaient toujours motivés par des raisons bidons. Et quand enfin j'ai réussi à en décrocher un et que j'ai dit que je voulais travailler en tant qu'assistante à la mise en scène, on m'a répondu que c'était peine perdue, que je ne deviendrais jamais metteuse en scène. Je me suis entendue dire à l'époque par des metteurs en scène hommes qui travaillaient pour des scènes prestigieuses, « Tu feras jamais de mise en scène dans une ville comme Munich. » Pourquoi? Parce que je suis turque, parce que j'ai pas les yeux bleus, parce que j'ai pas les cheveux blonds. Sérieux? Oui, aussi parce que je suis une femme. C'était vraiment dur parce que je n'avais personne vers qui me tourner et aucune figure à laquelle m'identifier. Tu as ouvert la voie. Oui, il y a eu des moments très difficiles, mais c'était important de le faire. Je voulais le faire pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Ça me portait. Tu imagines? Mon père est arrivé en Allemagne dans les années 1960 en tant que travailleur immigré, et moi, sa fille, je mets aujourd'hui en scène un Puccini sur la grande scène de l'Opéra de Berlin. Il y a de quoi avoir la chair de poule. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que d'autres jeunes femmes T'emboîtes le pas? Oui, Mais tu as mis la barre très haut. ce que j'aimerais, c'est que d'autres jeunes femmes avec un parcours comme le mien aient aussi cette chance. Ce que Pinar a réussi contre vents et marées, c'est faire se rencontrer ses rêves, la quête de sens et un métier. C'est bien sûr la situation idéale, mais elle n'est malheureusement pas la norme. Dans la plupart des cas, le travail sert à gagner sa vie et aussi à nous apporter une certaine autonomie. En ce qui me concerne, j'ai été assez fière quand j'ai pu m'acheter une voiture grâce aux droits d'auteur de mon premier livre. Il arrive aussi que le travail soit porteur de sens, mais que le salaire ne soit pas à la hauteur. Et là, ça ne fonctionne plus. Si dans son environnement, on a des enseignants ou des pompiers qui ont une vie professionnelle riche, intéressante et porteuse de sens, on aura envie de suivre cette voie. Quand nos héros ou nos modèles sont des gens ordinaires, on ne cherche pas à atteindre des objectifs hors normes. Mais quand nos héros sont des athlètes, des stars de cinéma, des personnalités politiques ou des chefs d'entreprise, on va vouloir marcher sur leurs traces.
Et si le terme même de métier de rêve était une contradiction en soi? Et si le rêve n'était pas un métier, mais ce qui reste de la vie en dehors du travail? Comme c'était le cas autrefois, et comme ça devrait l'être de nouveau. Des études ethnologiques ont montré que les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui ne passent pas autant de temps à chasser et à cueillir qu'on pourrait le croire. Ils consacrent seulement 3 à 4 heures par jour à ces activités, ce qui leur laisse beaucoup de temps libre. Du côté des agriculteurs, c'est différent. Ils peuvent travailler jusqu'à 12 à 14 heures par jour. Certes, pas pendant toutes les saisons de l'année, moins en hiver qu'en été, mais ce sont de très longues journées. On a besoin de produire à manger pour nourrir ses enfants. Et plus on a d'enfants, plus il faut travailler. Il y a donc une sorte d'engrenage qui s'est mis en place avec l'agriculture. Phénomène qui n'existait probablement pas dans ces proportions chez les chasseurs-cueilleurs. Avec l'industrialisation, avec l'accent mis sur la prospérité et la productivité, on n'a plus cette répartition entre travail et loisirs, ou entre travail et fêtes religieuses, mais de longues plages de travail entrecoupées de petits moments de repos. Le travail n'est pas tout. Cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler, qu'on ne veut pas faire carrière ou consacrer quelques heures à travailler dur. Mais les gens ne veulent pas se limiter à cela. Ils ne veulent pas, pendant 40 ans de leur vie, consacrer toute leur énergie à leur réussite professionnelle pour, au bout du compte, se réveiller et avoir le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Les hobbies sont des activités qu'on choisit librement, dans lesquelles on s'absorbe, qui nous procurent du plaisir et ne répondent à aucune obligation. On est propulsé hors de la sphère professionnelle et libéré de l'injonction faite aux actifs de ne penser qu'au travail. Ça, c'est le salon. J'ai réuni 3 petites pièces, des vraies cages à lapins. Ah, je pensais que tu l'avais acheté en l'état. Non, avant, il n'y avait rien ici. J'ai refait le plancher. Même les plinthes en carrelage sont neuves. La pièce d'à côté est très colorée. Ouais, je te montre. C'était le fumoir du maître de maison. Où il recevait et fumait ses cigares. Oui, il fumait probablement des cigares en faisant des plans pour son domaine. Je te propose d'aller dehors. Oh, un chat! Je t'en prie. Ma femme a planté plus d'1 millier de rosiers. Chacun son dada. Vous ne pourrez jamais divorcer. Qui devrait renoncer à la maison? C'est pas possible. On a aménagé différents espaces. Avant, le sol était plein de gravats. Chaque trou pour planter un arbre a été un combat. L'homme est constamment en train de façonner son environnement. C'est un homo faber, un être curieux de nature qui possède la faculté de fabriquer des objets de ses mains. Homo faber est l'expression parfaite pour décrire Friedemann, lui qui s'est construit un paradis pendant son temps libre. Je n'aurais ni la patience ni l'habileté manuelle pour en faire autant. Je n'arrive déjà pas à réaliser une figure en Lego qui tienne debout, mais ça m'inspire quand même. Pour être heureux, je pense que nous avons tous besoin de pouvoir constater le résultat de notre travail, qu'il s'agisse d'une activité rémunérée ou non. Je te propose de continuer la visite. On dirait la maison de Fifi Brin d'Acier. Je l'ai construite pendant le confinement. T'as bien utilisé ton temps, moi j'ai juste pris du poids. Comment tu fais pour construire tout ça? Ça s'apprend? Je me lance, tout simplement. Je commence par regarder, je prends quelques avis autour de moi, et ensuite je m'y mets. Parfois, je me plante complètement, assez souvent à vrai dire. C'est même d'ailleurs la norme. Il faut toujours s'y reprendre à 2 fois. On apprend sur le tas, en donnant de son temps. C'est le prix à payer. Qu'est-ce qui te rend plus heureux? Participer à une expérience de fusion nucléaire ou fabriquer une cabane de jardin? Fabriquer une cabane de jardin me rend plus heureux. Parce que je le fais avant tout pour moi et ma femme, et pas pour quelqu'un d'autre qui me paie pour ça. C'est une autre forme de reconnaissance, plus satisfaisante. Au travail, dans une entreprise, la reconnaissance est de nature essentiellement financière. Elle passe par des primes notamment. Ici, en revanche, elle passe par les amis, les invités que nous recevons et qui nous disent « Qu'est-ce que c'est beau ici ?» Cette forme de gratification me rend personnellement plus heureux.
Ici, c'est en quelque sorte le bonheur à portée de main. Dans le cadre de ton travail, en revanche, tu participes à un programme très ambitieux, qui doit durer de nombreuses années et censé faire progresser l'humanité. Ce projet est porteur de beaucoup d'espoir. L'espoir de l'humanité de se doter d'énergie propre, je ne pourrais pas le voir réalisé de mon vivant. Pour faire aboutir le programme, il y a encore beaucoup trop de travail. Par contre, je peux apporter ma pierre à l'édifice. En tout cas, pas question de renoncer, car ce projet m'importe beaucoup. Si demain tu recevais 10 millions d'euros, est-ce que tu quitterais ton travail? Non, je ne le quitterai pas. Peut-être que je demanderai un temps partiel à 80% ou 70%, mais je continuerai parce que ça me plaît. Et je ferai peut-être appel à un artisan pour réaliser ici les travaux que je n'ai plus envie de faire. Quelle est la clé d'une vie heureuse? Ne pas se décourager. Ne pas avoir peur de se lancer dans un nouveau projet. Il n'y a pas de mal à essayer, puis à se dire « Non, finalement, ça ne marche pas. Je vais passer à autre chose. » J'ai quitté mon métier de facteur d'orgue pour le dessin industriel parce que je commençais à m'ennuyer. Je me suis lancé dans de nouvelles études sans savoir ce qui m'attendait. Je me suis jeté à l'eau et je suis très content de ma situation actuelle. Tu as effectivement l'air content. Tu peux te féliciter de ton choix. Peut-être faut-il de soi-même lever le pied et décider de passer à temps partiel. Se dire, je vais m'accorder du temps. J'ai assez d'argent. Je n'ai plus besoin d'en gagner autant. Je vais chercher d'autres sources de bonheur pour lesquelles je n'ai pas besoin de travailler. Je pense que nous sommes arrivés à un point où l'individu rejette de plus en plus cette injonction à consacrer toute sa vie au travail. Le temps de travail hebdomadaire ne peut pas être tout le temps le même. Si les enfants sont grands et qu'on est encore en bonne santé, on peut se permettre de faire des semaines à rallonge. Alors qu'il y a d'autres moments dans la vie où ce n'est pas possible, ou alors on n'en a pas envie. Quand on a un enfant en bas âge, par exemple, ou quand on accompagne un parent en fin de vie. C'est pourquoi il faut repenser le temps de travail à l'échelle de l'existence. Travailler en moyenne 32, 33 heures sur une semaine de 4 jours, avec parfois, à certains moments, des semaines de 3 jours et parfois des semaines de 6. Par exemple, on peut faire descendre de grands décors au cours de la représentation. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. À l'opéra, la magie peut surgir de tous les côtés. Est-ce que tu aurais pu être heureuse ailleurs que dans la mise en scène? Je pense que j'aurais quand même travaillé dans le milieu du théâtre. Vraiment. Je me vois absolument pas passer mon temps assise à un bureau. Je te confirme, c'est horrible. Oublie. Au début, je voulais un travail avec le moins de contact possible avec les gens. Aujourd'hui, je suis plus trop sûre de mon choix. Mais je pense que le plus important, c'est d'être en phase avec ses envies, ses objectifs et de constater ses réussites. C'est ce qui rend heureux, non? Oui. Et aussi la liberté. Quitte à travailler énormément, autant que ce soit un métier où je me sens bien, où je suis libre, qui me rend heureuse, m'amuse et me permet d'apprécier la vie. Dans ce métier, il faut faire une croix sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. On travaille tout le temps. Mais c'est ça ta vie? Oui. Hier, après la répétition, j'étais sur un petit nuage. Et j'en suis pas redescendue de toute la soirée. Je suis sortie dîner avec un collègue. On avait encore du travail, mais on est allé manger un bout. Je planais complètement, tellement la répétition avait été géniale. C'est pour ça que j'aime autant l'opéra. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais pendant les répétitions, tout est positif. On manifeste beaucoup de gratitude les uns envers les autres. Un comédien répète une scène pendant 10 minutes en se donnant à fond, et il y a toujours quelqu'un pour lui dire « merci, c'était tellement beau ». Au théâtre, en revanche, il y a beaucoup de négatifs. J'ai souvent eu des remarques comme « ne répète pas tout le temps que tu aimes telle ou telle chose ». Je répondais toujours « mais si j'aime quelque chose, personne ne m'empêchera de le dire ». Ma devise, c'est de savourer la vie et de ne pas me perdre dans la négativité. Le bonheur puise dans une multitude de sources. Ça peut être le travail, mais aussi les loisirs, la famille ou le couple.
On peut donc trouver son bonheur dans d'autres domaines que l'activité professionnelle. En même temps, il faut être conscient du temps que nous consacrons à travailler et nous demander si nous voulons être malheureux pendant ces moments de vie. Face à une décision à l'issue incertaine, on a deux options. Soit s'investir totalement, soit se laisser porter. La plupart d'entre nous se laissent porter par la vie.